qui nous est apporté par Data Driven Community, sponsorisé par Microsoft et Symphotalk. Un remerciement spécial à notre organisateur principal, Jean-Joseph, qui a permis tout ceci. Et un remerciement aussi à nos chers présentateurs et à nos infatigables participants, ceux qui sont là depuis ce matin, qui nous suivent encore. Merci beaucoup. Je continue à demander aux participants de se faire remarquer dans le chat, d'inscrire leur nom, le lieu de là où ils nous reçoivent et surtout de faire partie du tirage au sort qui aura lieu à la fin. Donc, restez vers nous pour partir avec l'une des quatre cartes cadeaux Amazon. Et vous serez, déjà, je vous dis bonne chance. Nous enchaînons, nous revenons avec Philippe Gégère. Philippe Gégère qui vient avec une nouvelle présentation, Power BI avec un peu d'intelligence artificielle. Philippe qui n'est jamais fatigué avec nous pour partager ses connaissances au public haïtien, aux professionnels évoluant dans le domaine de la technologie particulièrement. Donc, nous allons passer 1 heure avec Philippe. Et Philippe, à qui je dis bonjour, à qui j'invite à partager son écran, à la peine de se présenter, je suppose, et à démarrer avec sa présentation. Philippe, à vous. Merci Annie, merci. Oui, c'est avec plaisir que je vous retrouve là pour la deuxième fois. Cet après-midi, on va parler de Power BI avec un peu d'intelligence artificielle. Voilà. Alors, on commence toujours avec nos remerciements aux sponsors qui sont toujours très importants. Et puis, j'en profite aussi pour remercier les organisateurs qui m'ont fait l'honneur et le plaisir d'accepter cette session et de m'accueillir pour la deuxième fois aujourd'hui. C'est un vrai plaisir d'être là avec vous. Allez, je suis Philippe Gégère, je suis directeur d'activité chez la société Metis. Je suis basé en France, plus spécialement à Strasbourg, dans le Grand Est. Et je suis aussi CTO Data et Bizaps. Et hormis les certifications que j'ai le plaisir aussi d'avoir été nommé MVP par Microsoft. Voilà. Comme tout à l'heure, ça n'a pas évolué. Allez, on commence. J'ai prévu beaucoup de choses et on commence tout de suite par regarder un petit peu ce qu'on trouve dans Power BI Desktop au niveau des fonctions de démo, des fonctions d'intelligence artificielle. Et on va commencer tout de suite par une démo en fait. Alors vous verrez, il y a beaucoup de démos. J'en ai prévu pas mal. J'espère que je ne vais pas trop déborder. Je vais tenir mon heure. Alors, ici, donc, j'ai un rapport Power BI et on va faire le tour un petit peu de tout ce qui contient de l'intelligence artificielle dans Power BI Desktop. Et vous imaginez bien qu'après, on fera un tour sur Power BI Service. Alors c'est un modèle que j'ai pas très bien préparé, honnêtement, je l'ai fait un petit peu rapidement. C'est un ERP, un système de gestion des commandes et de la facturation. J'ai quand même sur la partie facturation, les ventes, j'ai quand même plus de 3 millions d'enregistrements, donc on va pouvoir faire des choses intéressantes dans notre projet. S'il y a quelques lenteurs, ça expliquera pourquoi sur mon PC c'est un peu plus lent, mais on va voir. Mais il y a quand même un petit peu de volumétrie, donc on va faire des choses plutôt pas mal. Allez, la première chose qui contient de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les influenceurs clés. Et là, vous avez vu donc mon but ici, le temps que ça calcule, mon but étant de calculer ce qui va augmenter notre marge. C'est quand même le but de toute structure, de commenter sa marge. Et donc le premier composant, on le voit là, il va nous aider.
Alors, comment est-ce que, au niveau des ventes, qu'est-ce que l'intelligence artificielle a nous dire? Bah, par exemple, il a trouvé que, quand on utilise, des magasins en propre, comme canaux de distribution, eh bien, on augmente la moyenne des marges de 26,50 €. Je suis désolé de l'avoir fait en euros le modèle, mais bon, on peut dire qu'il y a une parité avec le dollar, donc ça serait pas très gênant. Donc ça, c'est le premier élément, donc quand on est sur le magasin et ici, on a une petite représentation. On a ici la moyenne, des marges et ben, on voit qu'effectivement, sur le magasin, sans que moi j'intervienne, hein, le seul élément que je lui ai dit, hein, c'était, comment est-ce qu'on augmente la marge? Et il me dit: «Bah, déjà, privilégier, le magasin en propre». Alors, on pourrait, alors à l'inverse, on peut dire si on marge bien sur, le magasin propre, on pourrait, intervenir, peut-être favoriser, et faire des campagnes plus importantes sur les autres. Ensuite, le deuxième critère, c'est est-ce que, on est sur, des classes de produits standards et pareil, il va nous dire: «Ben, voilà, les produits standards par rapport au de luxe se vendent plutôt mieux et on augmente légèrement par rapport au de luxe, la marge» et ainsi de suite. La couleur blanche se vend bien, on va voir la distribution à chaque fois, il va nous la donner. Donc c'est le système qui permet à un utilisateur, moi je l'aime bien, hein. Les 3 composants qu'on va voir là, systématiquement, je les mets dans les rapports à l'utilisateur à les utiliser ou pas s'il souhaite. Mais moi je les mets systématiquement en fin de rapport, pour que, les utilisateurs puissent, l'utiliser à leur souhait. C'est à eux de voir. En tout cas, n'hésitez pas vous à mettre, dans le dans le chat, vos propres commentaires, hein. Si vous avez, des choses, des expériences à partager ou des questions à me poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ici, si on fait les top segments, en fait, il a organisé 4 segments et toujours dans le but d'augmenter, une marge et bah, voilà, il me dit par exemple, voilà, il a essayé de segmenter un peu, tout ça et ce qui fait qu'on augmenterait énormément la marge et ben, c'est le numéro un. Et ben, il faut que c'est la combinaison un peu de ce qu'on a vu, hein. Il faut que le canal soit de type magasin, des produits, un peu standards et workday et ainsi de suite. Il va me proposer en fonction, des éléments, un petit peu les éléments qui ont conduit à associer 2 ou 3 pour, me donner un peu, des éléments, pour augmenter, pour faire gérer ma marge à propre à chaque utilisateur d'en tirer les conclusions qu'il souhaite. Le troisième élément, c'est l'arbre de décomposition, je ne sais pas si certains l'utilisent. On peut, alors au début, moi j'ai longtemps compris que, cet arbre, en fait, c'était juste une représentation. C'est par exemple si je supprime le mois et que je mets, et que par exemple je supprime le semestre, cette valeur de marge ici d'un certain volume et pour les années, 2007, si je clique ici, je peux choisir quels sont les éléments qui participent, le noir, puis après, je peux choisir, la taille et ainsi de suite, dont la taille vide, est majoritaire pour, répartir ma marge. Si je prends sur un autre élément, par exemple si je prends sur l'année 2017, quelle est la distribution, des éléments? Et c'est sensiblement la même chose, hein, le noir arrive toujours en tête et cetera. Donc voilà, ça c'est le but. Maintenant, vous me direz: «Mais c'est pas il y a pas beaucoup d'intelligence, hein, c'est juste une représentation, ça on sait faire». En fait, l'intelligence, elle est sur ces 2 petits éléments. C'est que là, il va chercher dans toute la liste, qu'est-ce qui va conduire encore majoritairement à augmenter ma marge? Et voilà, il a trouvé que le type de compte vide était un critère, suffisamment important et ainsi de suite. Je vais pouvoir, lui dire, voilà, l'unité monétaire, ça vous surprendra pas, mais au départ, les informations étaient enregistrées en dollars, mais j'ai qu'une seule unité monétaire dans tout le modèle et ainsi de suite, je peux continuer. Donc le système ici, l'intelligence artificielle, il est sur ces petits menus, sur les 2 petits éléments. Qu'est-ce qui participe à élever la valeur ou à la réduire? Donc voilà un petit peu, cet élément. Pareil, moi je le mets dans mes rapports à chaque utilisateur. Je lui précise un certain nombre de dimensions, d'attributs sur lesquels il peut agir et de construire lui-même son propre rapport. On peut bien sûr, si on le souhaite, verrouiller, des éléments et sur lesquels l'utilisateur ne pourrait éventuellement ne pas intervenir.
Détection d'anomalie, celui-là, il est pas mal. Ça, je l'aime beaucoup. En fait, ici, j'ai une courbe. Alors, si vous regardez bien, j'ai mis un zoom sur les valeurs pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc, j'ai activé sur une valeur de courbe. Donc, ici, c'est le montant des ventes jour par jour. Donc, ici, on voit bien ces courbes un peu dans tous les sens. Et je lui ai demandé de calculer un peu les anomalies, c'est-à-dire des valeurs qui sortent de l'ordinaire. Alors, les valeurs qui sortent de l'ordinaire, j'ai calé, je crois que c'est à 92 l'élément. Donc la courbe rouge que vous voyez, c'est la zone de tolérance dans laquelle le système pense qu'on devrait être. Donc, vous voyez, la courbe est entourée de rouge. Alors, il y a des endroits où elle est un peu plus épaisse, d'autres un peu plus faibles. On voit des petits pics, etc. Et donc, voilà, moi, je peux caler le domaine de confiance par rapport à ça. Si je peux réduire. Dans ce cas-là, je vous aurais pas pu vous montrer la zone rouge qu'on voit à peine. Si je l'avais augmenté, il y avait plus de valeur d'anomalie. Donc les anomalies sont ici. Et si je clique sur une anomalie, c'est-à-dire une valeur qui sort de la valeur que le système avait estimée dans une certaine tolérance, eh ben, il me dit ici, donc il me donne les valeurs, hein, donc la valeur des ventes, elle était de 14 300 000. La valeur attendue était plutôt 14 191 000, compris entre 14 066 et 14 315. On voit bien qu'on est au-dessus des 14 315. Et donc ici, le système me propose une anomalie. Et ici, donc quand je clique dessus, vous voyez ce petit affichage qui apparaît, qui nous dit qu'effectivement il y a une anomalie. Alors celui-là, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Ici, il va me calculer pendant un moment et puis il me donnera pas d'explication. Normalement, il est censé me donner des explications du genre, bah voilà, l'anomalie, elle viendrait peut-être d'une gamme de produits qui a surperformé ou ce genre de choses, ou une couleur, ou un type de distribution, ou quoi que ce soit. Mais ce modèle, je ne sais pas pourquoi, il ne sort jamais l'élément. Donc ici, donc, vous voyez, on est bien sur un modèle d'intelligence artificielle parce que c'est l'intelligence artificielle qui calcule Hem, qui calcule, heu, qui calcule la zone de tolérance et qui a fait afficher donc les quelques points qui sont en rouge. Bien sûr, je peux jouer sur l'amplitude de la tolérance, je veux des choses plutôt fiables ou peu, et cetera. Ici, le composant suivant que je vous propose de regarder, c'est ce qu'on appelle les estimations. Le forecasting, le prévisionnel. Alors le prévisionnel, en fait, on a ici la courbe bleue qui est le réel. Donc tout ce qui est bleu, c'est du réel, on n'y touche pas. Maintenant, je veux savoir, donc la courbe bleue, vous voyez qu'elle s'arrête à cette date-là, le 31/12/2009, et il faut que j'aimerais bien, moi, dans le but d'analyser les données, comprendre, estimer qu'est-ce qui peut avoir comme valeur à partir de cette date. Donc le système, en fait, il vient de me le calculer. C'est ces zones grises-là, je vais zoomer dessus, ça y est, ça on verra mieux. Donc ça n'affecte pas les valeurs, hein, puisque je fais que masquer. Donc à la valeur du 31, bah, voilà ma valeur jour pour jour de ce qu'il a calculé. C'est cette courbe noire. Donc ce qui est noir, c'est ce qui est calculé. Ensuite, bah, cette courbe noire, je voudrais bien savoir si elle est fiable ou pas. Donc il me donne ici le domaine de confiance. Donc je pourrais jouer sur l'amplitude du domaine de confiance. Alors, le domaine de confiance, hop, 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 prévision, il est là, et vous voyez, je suis à 95. Donc je peux l'augmenter à 99, ce qui va avoir pour effet d'augmenter la zone grise, qui est la zone de confiance, ou bien de la réduire. Mon modèle, il a du mal à réagir là, je me rends compte. Ah non, pardon, il faut faire appliquer. Voilà.
voyez, donc ça réduit le domaine de confiance. Je dois être confiant à 85%. Ça réduit l'enveloppe. Donc, le système, la courbe est calculée, mais elle me donne aussi l'enveloppe. Donc, c'est la zone grise qui est autour, entre les valeurs min et max. Donc, si je veux être vraiment, je lui demandais, mais si je veux vraiment être sûr à 99%, dans quelle zone je serai? Donc, il augmente la valeur. Donc, la valeur réelle estimée, prévisionnelle, il est dans l'amplitude de la zone grise, avec les deux bords qu'on a ici, en haut et en bas, et le système a calculé la valeur moyenne. Vous me direz, mais c'est bien gentil, tout ça, mais est-ce qu'on peut lui faire confiance à ce système? Je vais remettre à 95, hop, voilà. Voilà, et on va peut se poser la question, est-ce qu'il y a quand même une certaine fiabilité? Parce que là, on a quand même eu un choc, pardon, une baisse brutale des valeurs. Est-ce que ça veut dire on est dans une zone de confiance? Bon, j'ai déjà une première interprétation. Vous voyez ici, j'ai quand même eu dans le passé, des baisses, notables, toujours avec la fin de l'année. Donc il y a une certaine, il est probablement qu'il est juste. Mais on veut quand même en avoir un peu plus que Net. Là, c'est assez facile puisqu'on voit cette baisse, sur les autres mois et cetera. Qu'est-ce que j'ai fait en fait? Je lui dis de, ne pas utiliser cette amplitude-là, pour comme base de calcul. Donc il prendra les calculs sur toute la zone, toute la courbe bleue, mais avant ces dates-là. Cette zone ici où on voit du bleu et du noir, le système ne l'a pas utilisé pour estimer le prévisionnel. Et, je vais encore agrandir, qu'est-ce que ça signifie? Donc il ne connaissait pas la valeur de ce qu'il y avait, dans cette zone grise-là avec le bleu, et je lui ai demandé, sachant que tu ne connais pas ce qu'il y a là, moi je vais te demander de le calculer et je vais vérifier si les valeurs qui sont indiquées là, elles sont fiables ou pas? Est-ce qu'il y a une certaine, confiance entre la courbe bleue qui est réelle, que tu ne connais pas, et la courbe noire que toi tu estimes? Bon, on peut regarder qu'on est assez voisins dans l'amplitude. On a des petits pics, par exemple, le petit pic qui est ici, il est légèrement détaillé dans le temps. Le petit rebond qui est ici, bah, il l'a bien estimé et cetera. Dans d'autres cas, bon, et celui-là, il a un peu surestimé les valeurs et cetera. Donc bon, on peut dire qu'il y a quand même une petite confiance qu'on peut avoir dans le modèle prévisionnel qui est là. Donc j'insiste bien, dans la zone qui est grise là, où on fait cohabiter la courbe noire et la courbe bleue, le système ne connaissait pas la valeur de la courbe bleue, la valeur réelle, hein. Donc voilà, ça c'est important de pouvoir, préparer tout ça. Alors j'avais un cas où on m'avait demandé de le faire et malheureusement, la courbe allait dans tous les sens et était beaucoup plus accidentée que ça et le système n'arrivait pas à le prédire. En fait, j'ai fait une chose très simple, il fallait que je fasse une courbe un peu plus linéaire pour qu'il puisse l'estimer. J'ai tout simplement calculé une moyenne glissante sur 7 jours. Donc j'avais un phénomène un peu moins écrété, moins avec des pics, et des chutes et cetera, et donc le système là avait pu être plus proche, des estimations, des valeurs. En fait, on a pu estimer, on avait quelque chose un peu plus fiable à ce moment-là. Donc voilà, voilà ce composant-là donc qui permettent, de faire, du forecast, du prévisionnel. Alors ça se base forcément sur une échelle de temps pour que ça puisse, fonctionner. On va continuer, beaucoup plus loin et là je vais vous proposer, un composant que vous posez peut-être, mais que bon, je trouve qu'on n'utilise pas assez et j'en suis le premier à le reconnaître, c'est le composant narratif. C'est celui-là. Vous voyez, j'ai donné, quelques éléments sur la courbe et voilà, il va le calculer. Alors, bien sûr, avec l'arrivée de Copilot, j'ai des petites surprises puisque le composant là date d'avant. Globalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder les valeurs que j'ai indiquées là-haut et puis il va commencer à me proposer du texte
en me disant: «Bah, écoute, voilà, on remarque pour, la marque Contoso, on a fait tant de chiffres, ce qui représente, tant de pourcents, par rapport à la date, si j'avais une courbe avec la date» et cetera. Donc il est en train de regarder un peu tout ça et il va me proposer, des choses, du texte avec des valeurs en me disant: «Bah, tiens, moi j'ai observé ça, moi je regarde qu'il y a ça» et cetera, sans aucune action. Vous avez la possibilité, vous, de les retoucher bien sûr, ces textes, d'en rajouter et par là même voilà. Donc vous voyez, à 7 427 on est même au milliard, tiens, 7 427 000 000. Et ben, le régular, donc le standard, avait un montant de vente le plus élevé, de 284, 14 plus élevé que le modèle économique, qui avait lui-même un montant, plus bas, avec, 1 milliard et quelques. Donc là, il s'est surtout plutôt intéressé au modèle standard, vous voyez? Donc il a proposé un certain nombre de choses. Sachez que, on peut intervenir, on peut changer les formules et cetera, mais le système, le fait à tout seul. Là, ici, effectivement, attention qu'on soit bien clair, le texte, je n'ai rien fait pour le générer. Je n'ai fait que vous avez vu, je n'ai fait que le poser sur mon rapport Power BI et tout ça, ça a été calculé dynamiquement. Et si je viens changer, les chiffres viennent à changer, ce texte changera automatiquement en fonction du contexte, de l'évolution des chiffres. Vous avez, bien comme je le disais, la possibilité de réintervenir et de rajouter des éléments, dans ce texte-là, à travers le composant, qui est donné ici. Voilà, ici, donc on intervient ici sur les valeurs. On lui donne, une règle de calcul, il vous donne ici un résultat, on l'enregistre sur valeur et pourra le positionner un peu partout dans le texte, dans les différents textes qu'on souhaite. On peut créer autant de valeurs qu'on souhaite et cetera. Donc ce composant-là, ça permet, faut savoir qu'il y a des gens qui sont plus à l'aise avec du texte qu'avec des graphiques. Donc n'hésitez pas à les utiliser de temps en temps dans des visuels, dans des rapports pour pouvoir, satisfaire des gens qui sont plutôt à l'aise plus à l'aise avec du texte qu'avec des graphiques. Voilà. On a, d'autres composants. Il y a celui-là que j'aime bien et hop, je vais effacer ça, qui a la faculté de réaliser des actions à partir du texte. Alors ici, vous voyez, donc j'ai mis la marge par pays, donc il me l'a calculé, je le veux sous forme de table. Je veux le faire sous forme de carte, donc alors le problème c'est que c'est forcément, en espèce de franglais puisque mes mesures sont en français, mais les mots-clés qu'il reconnaît sont dans la langue qu'on souhaite et l'utilisateur pourrait aussi épingler le résultat, dans les tableaux de bord et le conserver. Donc l'utilisateur ici peut faire à peu près ce qu'il veut. Je lui dis de le voir, sous forme de carte. Voilà, il m'a généré ça sous forme de carte, sous forme de barre. Donc il y a une certaine tolérance dans les mots, voilà, vous voyez, il m'a sorti ça sous forme, de barre. Donc il suffit que je change, les éléments, si je lui donne montant des ventes, on va voir comment il réagit par pays. Voilà. Là, on n'est plus sur la marge, on est bien sur le montant des ventes. D'ailleurs, vous voyez bien que, la carte, la légende en bas a changé. Donc voilà, l'utilisateur sans avoir à avoir de connaissances particulières du sys de de Power BI de le faire. Donc, sur Power BI Service, il tape ce texte juste en haut et le système s'adapte automatiquement à sa demande. On peut mettre aussi des conditions pour l'année, untel et cetera et il le ferait automatiquement. Alors c'est une sorte de franglais, parce que certains mots-clés, comme je disais, sont en anglais et le reste des éléments, donc montant, des ventes, pays, tout ça, ça vient de mon modèle. Le dernier composant, alors malheureusement, je vais pas vous faire la démonstration que j'aurais voulu faire puisque depuis un certain temps, Microsoft l'avait retiré, je vous expliquerai juste après. Quand on voulait créer des calculs,
des calculs rapides. Ici, on pouvait le mettre avec une sorte d'intelligence, de mettre avec du texte, et cetera. Mais avec la sortie de Copilot, on ne peut plus le faire. Je vais revenir au slide et je vais vous montrer, de quoi je parle. Ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque quand c'était sorti, vous voyez? Ça, c'est le fameux écran que j'ai devant moi, donc j'avais la possibilité de calculer des mesures, rapides et on avait des suggestions. La particularité de suggestions, c'était que, on mettait, ce qu'on voulait, ce qu'on attendait et ça crée ici, vous le voyez en bas, la formule DAX qui correspond. Donc je voulais le montant, des ventes pour la Californie en 2020 et ben, ici vous voyez que, la formule et la valeur. Donc l'idée c'était de générer du code DAX en utilisant du langage commun, avec aucune action particulière et surtout pour ceux qui, maîtrisent difficilement le DAX. Le DAX, c'est pas très compliqué quand une fois qu'on a les bases, mais avoir les bases, c'est complexe. Donc voilà. Donc, vous me direz: «Mais Microsoft, pourquoi ils ont fait ça?» Mais en fait, j'ai été vérifier pourquoi ils l'ont fait. C'est que, depuis 2022, cette fonctionnalité était en preview, en version préliminaire et à aucun moment, ils ne l'ont mis, à la disponibilité générale des utilisateurs et la conséquence, bah, c'est qu'ils vont pas le faire. Donc Microsoft se donne la possibilité de temps en temps de ne pas mettre en production, à la disposition générale un produit qu'ils ne veulent pas finir et cetera. La cause aujourd'hui à Copilot. On verra tout à l'heure. Est-ce qu'on peut voir les formules qui se cachent derrière les métriques que tu nous as présentées? Non. La réponse globalement, elle est plutôt non. Peut-être en utilisant les compos le la fonction d'analyse des performances, peut-être qu'on pourrait l'avoir à ce moment-là, mais généralement non, c'est pas on n'a pas les formules. D'autant plus qu'elles sont calculées par l'intelligence artificielle, donc elles peuvent changer en fonction, du contexte qu'il a, un peu comme il le souhaite, donc c'est pas pour autant qu'on a. Est-ce qu'il y a un moyen de voir les formules qui cachent derrière les métriques que tu nous as présentées? Donc oui, d'accord, c'est la même question. OK. Donc voilà, sur ces composants, donc je les résume, hein. On a vu les influenceurs clés, les arbres de décomposition, les éléments de détection d'anomalies. Alors celui-là n'est pas un composant à part entière, c'est une fonctionnalité liée à certains visuels, notamment la courbe. Les prévisions qui aussi pareil, dépendent, du coup de la représentation graphe, en courbe et avec, notamment avec des systèmes de dates, sinon on n'y arrive pas. La narration, c'est un composant, on l'a vu et enfin le système de Q&A ou questions-réponses. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans Power BI Service et on va continuer par une démonstration pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors j'ai besoin pardon, excusez-moi. Voilà, c'est celui-là. Donc ici, moi j'ai le fameux modèle que vous avez vu tout à l'heure, il est là, hein, mon modèle sémantique et je perds l'écran. OK. Je sais pas si vous m'entendez toujours. S'il y a quoi que ce soit, si vous m'entendez pas, dites-le moi, je vérifierai, comme j'ai pas de retour. Donc ici donc le modèle sémantique, hein, je vous rappelle, hein, comme je disais tout à l'heure, les datasets ont été renommés, en, modèle sémantique, par rapport à d'autres critères et voilà. Donc ici, c'est mon modèle de tout à l'heure. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être dans les propriétés de ce jeu de données, et la première chose qu'on va regarder, c'est ce qu'on appelle les quick insights. Les quick insights, tout à l'heure, il y avait, j'ai préparé la session parce que c'était un petit peu long. Ici, vous pouvez dans un premier temps, il faut les générer. Une fois qu'ils sont générés, l'option se transforme par voir les insights. Donc je l'ai lancé tout à l'heure et maintenant on va pouvoir afficher les insights correspondants et ils sont là, on les voit. Donc il en a généré un paquet, hein, je vais parcourir rapidement, vous allez voir qu'il a, imaginé beaucoup de choses. Donc moi j'ai rien dit, hein, il a regardé ce qu'il y avait dans le modèle et il s'est dit: «Tiens, moi je trouve des corrélations et je vais les proposer, à l'utilisateur, donc à nous, de savoir s'ils sont pertinents ou pas».
Donc, vous voyez, donc je continue de remonter. On va regarder le premier, par exemple. Il nous donne entity key par magasin, par type de magasin. En fait, l'entity key, c'est le numéro, c'est une clé interne qu'on utilise qui ne donne aucune information. Donc ça, c'est pas un beau modèle. Ici, il nous a proposé, alors je sais plus ce que c'est, des clés à nouveau. Ça nous aide pas. Par contre, celui-là peut commencer à être peut-être plus intéressant. Le nombre de machines qu'on aurait sur lesquelles on peut travailler. Bon, les postes qu'on aurait sur le système. Alors là, commence à devenir des choses intéressantes. Hein. Le montant des retours, donc les retours, hein, c'est quand les gens ramènent, en fonction des vacances. Vous voyez qu'en vacances scolaires, on a plus de retours que pendant les autres systèmes ou par exemple pendant les vacances d'été. Donc ça commence à être intéressant. Alors celui-là, c'est typique, je l'adore parce que celui-là, il nous donne absolument rien. C'est le nombre de trimestres en fonction des semaines. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit là globalement? C'est que c'est 1 ou 2. C'est-à-dire qu'il y a des semaines qui sont contenues dans un seul trimestre, dans le même trimestre, et certains autres sont à cheval sur 2 trimestres. Dans ce cas-là, on aurait 2 numéros de trimestre. Alors ça donne aucune légende et aucun apport. Hein. Il nous parle ça montre une certaine saisonnalité par rapport au trimestre, mais globalement, ça ne donne rien. Ici, pareil, ça nous donne le nombre de semaines par trimestre. On a des trimestres à 4 semaines et d'autres à 3 semaines. Donc il y a des choses qui ne sont pas corrélées. Ici, pareil, il regarde les ID, la courbe des ID ici. Alors, il a calculé en plus, il a montré qu'il y avait une courbe de régression qu'il a calculée. Mais globalement, le numéro auto-incrément pour enregistrer les lignes, il a trouvé qu'il y avait une corrélation avec l'année en faisant les sommes des incréments. Donc, globalement, oui, plus on avance dans les années, plus les incréments sont importants. Et si on fait la somme par année, forcément, ils sont plus importants. Donc voilà, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc certains ont du sens, certains peuvent donner des idées, d'autres n'ont pas beaucoup de sens et bon, c'est à vous de choisir ceux qui vous intéressent ou pas. Et ceux qui vous intéressent, vous pouvez toujours les intégrer dans un tableau de bord pour les conserver. Pareil, comme il y a 2 mois dans le nombre de mois par semaine. Il y a des semaines qui sont contenues dans un même mois, il y a des semaines qui sont à cheval sur 2 mois. Pareil, aucun intérêt. Mais il avait quand même essayé. Je sais que des fois, j'ai trouvé des choses qui étaient intéressantes. Voilà. Donc à vous d'utiliser des composants qui peuvent avoir du sens. Je reviens sur mon espace de travail. Et la deuxième chose que je vais vous montrer, toujours ici dans mon modèle sémantique, c'est cette option-là, créer automatiquement un rapport. Le système va regarder un petit peu ce qu'il y a dans mon rapport, dans mon jeu de données, et il va nous proposer un rendu. Alors ça, c'est tout ce que je propose depuis le début. Soit c'est du Power BI Desktop, donc c'est-à-dire 100% gratuit. Là, on obtient ça avec une simple licence Power BI Pro. Hein. Donc ça ne nécessite pas de coût de licence important, vous voyez. Donc il nous a précisé qu'il faisait un résumé rapide. Le jeu de données précisé ici. Ici, il m'a mis quelques cartes sur le montant des ventes, le nombre de lignes, la marge. Je lui ai rien demandé, hein. Il a trouvé lui-même que c'est intéressant. Et il a essayé de commencer à dire, voilà, on peut le ventiler ici par continent, ici par pays, etc., etc. Donc il m'a proposé un rendu. C'est bon, c'est pas bon. Ici, il a même été jusqu'à nous rajouter une narration pour faire bonne mesure. Donc voilà. Donc on est à une demi-heure, ok, on est à peu près dans les temps. Ok, donc voilà, ici ce sont des composants qui sont natifs. Et un comportement qui est en standard dans le produit, qui propose des choses. Je ne veux pas vous dire que c'est aberrant, c'est intéressant, etc. Il sort des choses qu'il essaye
qu'il essaye de nous aider. Et donc on est toujours aussi libre de faire. Donc je regarde s'il y a des questions. Non, donc bah, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai. Voilà, je reviens sur, mes diapositives. Hop, donc ça c'était ma démo sur Power BI Service et nous avons vu, hein, je les reprends, hein, donc créer une option qui était créer automatiquement un état, donc un rapport depuis, un modèle sémantique et un bouton qui s'appelle, obtenir des quick insights. On va continuer notre petit tour là, donc on va s'intéresser à, une nouveauté qui date, depuis peu, donc et qui est toujours en preview, donc autant vous dire que c'est pas tout à fait ça, et des fois j'ai des petites surprises, mais on va regarder un petit peu ce qu'il sait faire. Donc il s'agit donc de Copilot, hein, on va regarder ça. Alors le préalable déjà, donc bah, c'est qu'il faut, un petit peu d'argent parce que c'est pas accessible directement et il vous faut par exemple une tarification F64, j'aurai l'occasion d'en revenir, ou P1, dans quelques secondes. Mais donc ça, c'est déjà le préalable et ensuite, il y a que depuis, 1 mois que moi j'y ai eu accès puisque, tout le monde n'y avait pas accès, et il fallait que Microsoft, progressivement tourne les boutons pour que, chaque entreprise puisse en profiter. Donc moi je l'ai récupéré il y a un peu plus d'1 mois, donc j'ai un peu regardé et je vais vous en faire une démonstration. Pour ça, il faut quand même activer la fonctionnalité, elle n'est pas disponible, dans l'immédiat. En tout cas, les utilisateurs, si l'entreprise a fait le choix, l'administrateur du portail Power BI a fait le choix de ne pas l'ouvrir, vous ne pourrez pas y accéder. Donc il y a aussi cette condition. Je reviens sur la condition de prix, hein, je l'ai déjà, précisé ce matin. D'ailleurs, je vois qu'il y a une faute, hein, là-haut, c'est pas PA, mais c'est PAY. Combien coûte ça coûte d'avoir Power BI, Copilot? Alors c'est un coût, je vous cache pas, hein, donc c'est pas avec les tarifs Fabric F2, S4 à 200 ou 300 € par mois qu'on va pouvoir en profiter. Mais il va falloir, monter un petit peu plus loin. Donc il vous faut au minimum un tarif P1, donc 4 600 € par mois et celui-là, ben, il est forfaitaire. Sachant qu'en plus Microsoft a précisé il y a quelques semaines que, le tarif P1, donc premium, hein, la capacité premium, disparaît au profit du F64 qui donne la même capacité de puissance. Mais le problème, c'est que, bah, c'est plus cher. D'accord, oui, tout à fait, c'est plus cher. Regardez, à l'année, hein, on peut avoir jusqu'à 102 000 € de montant. Mais il faut savoir que les machines sont beaucoup plus puissantes que le P1. On des offres, on a accès à tout ce qui est fabrique, hein. F, c'est pour fabrique, donc on a accès à toutes les composants fabrique, donc c'est plus intéressant. On a une nouveauté qui est dans fabrique, c'est qu'on a, le tarif, Pay as you go. Donc, ici, je vous ai montré le tarif maximum, mais en fait, vous avez la possibilité avec le Pay as you go, en fait, d'arrêter la journée, par exemple, votre capacité fabrique. Par exemple, tous les modèles pardon, tous les, modèles sémantiques sont en mode import, et ben, je pourrais très bien, couper, ou les utilisateurs ne l'utiliseraient pas. Je peux couper ma capacité fabrique et à ce moment-là, les utilisateurs, on peut faire l'économie, pardon, de la somme, hein. Donc si je la fais tourner 5 heures par jour, bah, au lieu d'être sur du 24-24, on est sur du 5 heures par 24 heures. Bah, vous imaginez que ça fait une économie substantielle. Donc ça, c'est même si le tarif est plus élevé en pay-as-you-go, au moins, on peut avoir la possibilité de faire fluctuer la facturation en coupant le système. Et l'autre possibilité qu'offre, Fabric, la tarification Fabric, c'est que si vous voulez quand même vous dites: «Bah, non, moi dois le laisser, 24/24 ouvert», et ben Microsoft vous propose une réduction de l'ordre, on le voit ici, dans les tarifs, on le voit, une réduction de 40 du prix, maximum,
qui est à notre disposition. Et là, vous voyez qu'on se rapproche un peu beaucoup plus, de la tarification, de la capacité, Power BI Premium. Donc voilà, donc ça, bon, faut savoir que c'est un certain coût et que c'est pas, qui n'est pas négligeable et donc je maintiens le Copilot n'est disponible qu'à partir de la tarification F64. Donc au moins une capacité P1 ou Fabrique et au minimum F64 pour la capacité Fabrique. Et je vous fais une petite démo alors, on va regarder ça. Ma petite démo elle est ici. Et donc je reviens sur, ma capacité. Alors ça, je vais pas l'enregistrer. Je reviens sur, mon modèle sémantique et là, au lieu de faire, créer automatiquement un rapport, on va faire créer un rapport. Et vous me direz: «Oui, mais il faut Copilot» et regardez, alors j'ai bien moi je l'ai activé, et à une petite heure avant cette session. Et donc là, moi, j'ai une capacité Fabrique qui tourne et sur lequel on va pouvoir en profiter. Donc je vais masquer tout ça pour que vous voyez bien ce qu'il va faire. Et donc, je vais activer, bah, là, je vais dire, bah, j'active Copilot et vous voyez qu'il a ouvert un panneau latéral et je lui demande de, par exemple, de me suggérer des contenus pour ce rapport. Qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder tout ce que contient le modèle sémantique, donc toutes mes colonnes. Autant vous dire que mon modèle, je vous l'avais dit, hein, il n'est pas tout à fait propre et il a détecté que globalement, de tout ce que d'après les titres de ce que j'avais dans mon modèle, il pouvait détecter 4 sujets. 16 l'analyse des performances de vente, une partie gestion de l'inventaire, une partie analyse du comportement des clients et les opérations, dans les magasins. Donc, on va lui faire, créer par exemple ici, les performances des ventes. Voilà, donc il est parti et vous allez voir que, là il faut que je mette un peu parce que vous savez que, les modèles, LLM, hein, puisqu'il s'agit, de ça, donc les générateurs, de texte, heu, sont, particulièrement longs. Ils sont très efficaces pour proposer des contenus, mais les temps de réponse sont un peu lents. Voilà, donc là, il est en train de me générer ma page et on va voir le résultat. Ça prend une quinzaine de secondes, un petit peu plus. Ça dépend de la charge, sur les serveurs. Copilot n'est pas exclusivement disponible, que sur Power BI Service. Vous pouvez l'avoir aussi sur Power BI, Desktop, à la condition de lui déclarer un espace de travail qui possède une, capacité Fabrique, puisque toutes les requêtes que vous allez faire sur Power BI Desktop seront envoyées dans le cloud de Microsoft et reviennent en retour dans Power BI Desktop. Bah, voilà et ce qu'il a fait, il nous a proposé une représentation à 4 colonnes, ici avec des cartes en haut et de graphiques. Alors il a privilégié les espaces, en R en haut ou en courbe et des barres en bas et avec différents éléments. Donc lui, ça c'est son choix qu'il a fait. Bah, on apprécie, on n'apprécie pas. On peut revenir ici pour lui dire ce qu'on veut faire. On peut continuer ici sur l'inventaire, matériel, hein. On fait simplement, créer et vous allez voir qu'il va me rajouter un onglet. Encore quelques instants. Donc il est en train de, vous voyez, de calculer un peu, à partir des données. Donc là, il analyse les données, donc il fait beaucoup d'allers-retours sur le modèle pour voir un petit peu, il interroge le modèle, donc il doit exécuter pas mal de requêtes DAX avant de pouvoir, nous sortir, des graphiques qui auraient du sens. Donc vous avez vu, hein, j'ai aucune action. Ici, tiens, je vous ai pas dit, hein, il a rajouté son segment par canaux de distribution. Voilà, donc la nouvelle heure. Alors Léa, il a pas mis, 4 colonnes, mais 3 qui lui semblaient pertinentes et cetera, mais globalement, on reste, sur la chose. Mais là, on est bien sur des éléments de matériel, hein, puisqu'on est sur, de l'âge, sur,
la qualité, le niveau de sécurité avant le rachat pour le stock, etc., le niveau de sécurité du stock, et ainsi de suite. Donc, on peut faire aussi le comportement pour les clients, et il va nous rajouter un nouvel onglet. Et je vais vous montrer, donc ça c'est la première c'est la démonstration que je vais vous faire, mais je vais vous montrer, à l'aide d'images, ce qu'on peut jusqu'où on peut aller et ce que permet de faire Copilot, qui est une des autres fonctionnalités, hein. Donc, aujourd'hui Microsoft, je ne sais pas si vous avez remarqué, si ça vous intéresse, mais Microsoft met du Copilot dans tous ses produits. Azure vient de recevoir le dernier, vient de le recevoir. Même, et ça c'est une annonce il y a quelques jours, Microsoft a annoncé Copilot pour, le Notepad, le bloc-notes. Lui aussi, alors il se rappellera pas Copilot, il s'appelle CoWriter, donc pour faire, la rédaction. Voilà, donc ici, hein, vous voyez, donc on est sur la page d'analyse du comportement, et voilà. Bon, a priori, il m'a pas sorti de carte cette fois-ci, il a pas sorti des choses, ouais. Bon. Voilà, je vais arrêter ma démonstration parce que je ne vais pas parler plus longtemps, mais je vais revenir sur mes slides, et voilà, hop, et je vais vous expliquer un petit peu ce qui sait faire, Copilot. Donc ici, vous voyez, hein, donc je reprends, ce qu'on avait vu, tout de suite, hein, la capacité de représenter des données, de créer des rapports avec différents onglets. Donc ça, on peut lui faire générer, du contenu, des rapports à la volée. Donc ça, c'est une première façon de le faire, d'utiliser. La deuxième façon de le faire, c'est de lui poser directement des questions, dans le chat, et par exemple, de lui demander qu'est-ce qu'il y a dans le modèle sémantique, et là, il vous fait une réponse en détaillant un petit peu qu'est-ce qu'il trouve, à quoi il correspond, et cetera, quels sont le type d'activité, puisque ça peut être de la vente, ça peut être de la qualité, ça peut être des éléments financiers, ça peut être, et cetera. Donc il va regarder un petit peu tout ce qu'il a trouvé. Ça, c'est une autre façon de l'utiliser. La troisième façon de l'utiliser, c'est là non plus de regarder ce qu'il y a dans le modèle, mais ce qu'il y a sur, l'affichage des pages, et lui demander: «Mais résume-moi ce qui est dans, la page, et les visuels, et cetera, et dis-moi un petit peu ce qu'on trouve». Donc voilà, donc ici, donc dans le chat, vous lui dites simplement, «Résume-moi les visuels de la page», et il vous propose un texte. L'autre chose, ben, c'est de créer, tout à l'heure je vous ai montré une narration, mais en fait il y avait le bouton Copilot, je ne me suis pas arrêté dessus, mais cette narration peut être aussi faite avec Copilot, directement, sans aucune, et là, comme tout à l'heure, sans aucune intervention, de ma part. Mais là, on était sur des modèles beaucoup plus poussés, plus performants que ce que pouvait être la version personnalisée, hein, avec le bouton personnalisé. Donc on peut aussi avoir Copilot dans le rapport lui-même. Autre, je crois que c'est le 5e, je crois, façon de le faire, c'est tout à l'heure vous aviez vu le modèle, question-réponse, et le système, Copilot va vous aider à vous proposer des synonymes. Par exemple, le montant des ventes, on pourrait très bien dire que c'est les ventes, ou c'est le chiffre de vente, ou le chiffre d'affaires. Donc ici, il va vous proposer, des synonymes pour essayer d'améliorer l'expérience des utilisateurs. J'en ai encore une slide, hein. Tout à l'heure, je vous montrais qu'on pouvait plus utiliser du langage naturel pour générer des requêtes DAX, créer des mesures dans, Power BI. En fait, cette fonction a été rajoutée dans Copilot. Vous voyez, donc on lui dit un peu en langage naturel ce qu'on souhaite faire, et il est capable de générer des mesures plus ou moins complexes, voire très complexes, de DAX, sans aucune intervention. Le dernier usage qu'a annoncé il y a quelques semaines Microsoft, c'est de pouvoir utiliser Copilot pour, commenter, donc créer des commentaires, dans le modèle sémantique, de créer des commentaires correspondant à chacune des mesures. Il observe le calcul de la mesure, et il peut mettre le commentaire pour expliquer qu'est-ce que fait la mesure pour l'utilisation. Voilà pour ce qu'il est de Copilot, et ce que je vais vous proposer maintenant, ben, c'est, en fait,
au moment où j'ai préparé la session et ces derniers jours, Microsoft, ils ont eu la bonne idée de me retirer cette fonctionnalité. Donc, et donc là, OK, il me reste 12 minutes, c'est très bien. Et je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire aussi avec de l'intelligence artificielle. Puisque malheureusement, ces fonctionnalités d'intelligence artificielle étaient de série dans Power BI Desktop. Vous faisiez add colonne et vous pouviez donc rajouter du texte, d'analyse de texte, de la vision si vous aviez des images dans votre modèle ou bien du Azure Machine Learning. Et ben tout ça, c'est supprimé. Depuis que Fabric est là, Microsoft progressivement rationalise un peu l'utilisation des produits et l'ont supprimé. Donc malheureusement, j'avais prévu de faire une démonstration, mais comme le produit n'existe plus, elle perd tout son sens. Simplement, la fonction, par exemple, de traitement du texte, elle permettait de détecter la langue utilisée par exemple, par une colonne. Hein, dans Power Query, vous avez des colonnes de texte. Il était capable de cerner. Imaginez voir, on va prendre un scénario. Vous avez une base de tweets sur Twitter ou X aujourd'hui, et que vous avez récupéré et ils sont dans toutes les langues. Et vous pourriez avoir une détection de la langue pour reconnaître la langue. Extraire les phrases clés, donc c'est-à-dire trouver des mots, c'est même extraire les mots-clés, c'est-à-dire dans un grand texte, de retrouver les quelques mots qui ont du sens et qui permettent de se faire une idée de quoi parle le texte. Noter le sentiment entre de 0, quelque chose de très négatif, je ne suis pas bien aujourd'hui, à quelque chose de très positif, le soleil brille, tout va bien. Le système pouvait retrouver dans nos tweets le sentiment, et notamment pour pouvoir savoir est-ce que globalement, en moyenne, vos produits, si vous suivez vos produits, ils sont bien évalués ou pas. C'était aussi la capacité de la partie image, hein, de pouvoir baliser des images. Donc, il vous dit, et ça, je vous ferai une petite démonstration de ce qu'on peut faire, mais pas avec, plus avec Power Query. Et bien sûr, on peut appeler des modules d'Azure Machine Learning. On lui envoie les données qu'on a dans le modèle qui a été appris et le système nous répond en fonction des critères de ce qu'on attend. Alors tout ça, ça utilise ce qu'on appelait des Azure Connective Services en tâche de fond. C'était valable aussi bien sur Power Query que Power Query Online. Ça ne fonctionnait pas si vous faisiez du direct query. Et il fallait au minimum avoir des éléments capacitaires pour le faire marcher, sauf Azure Machine Learning qui a son propre système de tarification et qui vous est facturé à l'usage. Donc ça, ce n'est plus présent dedans. Alors, j'ai regardé ce qu'il y avait d'autre, hein. Forcément, il y a aussi, ça a marché dans les data flows, G1 de Power BI, et malheureusement, ils ont fait pareil. C'est n'existe plus et il faut le faire en utilisant la capacité Fabric et le faire en Python. Donc pareil, donc tous ces modules qui étaient disponibles à l'usage, on les a plus et il faut le faire soi-même dans du Fabric et dans Fabric. Donc, par contre, je vous dis, il y a une solution pour le faire avec du Power Query. Pour ça, on utiliserait des appels des web services, hein, des appels web de type API REST. Dans ce qu'on avait appelé, alors ils ont, comme Microsoft adore, ils ont encore changé tous les noms. Ça s'appelait avant les Azure Connective Services et maintenant ça s'appelle les Azure AI Services. Et à quoi correspondent ces systèmes-là? Alors je ne vais pas vous faire une démo dans Power Query, mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Et pour ça, je vais aller là. Donc voici à quoi ressemble. Là, je suis passé sur mon portail Azure. C'est Azure AI Services. Et dedans, on pouvait faire plein de choses. Donc, ici, vous voyez, on peut faire de la prise de décision. Par exemple, vous lui donnez du texte, on lui donne du texte, allume la lumière, vous pourriez déclencher des actions parce qu'il a compris le mot allumer et le mot lumière. Vous pouvez intervenir sur les langues. Je vais vous faire une petite démonstration. Il y a la traduction, il y a la compréhension de texte, etc. On a aussi du speech, hein, donc de la reconnaissance vocale. Bon, ça, c'est pas nouveau. De la synthèse vocale, de la traduction à la volée vocale, etc. Donc, tout ça, c'est ce que contient les Connective Services.
oh, pardon, j'y arriverai pas, hein. Les Azure AI Services. Il y a aussi de la partie vision. On a, de la compréhension de docriques et cetera. Alors je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. J'ai préparé, 2-3 démonstrations depuis, les studios. Donc ce sont des éléments, où on peut tester. Vous voyez, je vais prendre, un email, ici, voilà un email qui a été pris, donc on est sur de l'anglais et si je fais run, vous voyez que dans la zone basse, et ben, il m'a retrouvé les mots-clés et vous voyez que les mots-clés, il les a soulignés ici et comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Et ben, ici, vous voyez que, ici, voilà, on peut appeler un web service. Alors ceux qui sont amateurs de la commande curl pardon, ou curl, seront à l'aise, mais vous pouvez le coder ça dans Power Query sous forme de alors il faut le coder soi-même en langage M, hein, vous avez la fonction, web content. Il y a des exemples sur internet, quelques éléments, dans internet, mais c'est un web service, donc Power Query serait tout à fait capable, d'appeler, un système de reconnaissance des mots-clés et cetera. Donc il y en a d'autres, hein, là je vous ai pris la reconnaissance des mots-clés, mais vous voyez, on peut reconnaître aussi des informations, d'identité particulières, hein, notamment aux États-Unis, la carte, le numéro, de sécurité sociale, hyper confidentiel. Donc on pourrait détecter s'il y en a pour pouvoir agir dessus, des entités et cetera. Donc voilà, plusieurs éléments sur lesquels on a des web services qui sont déjà pré-entraînés et moyennant quelques 10 centimes d'euros ou de dollars et cetera, on peut appeler ces web services pour pouvoir avoir des réponses sans avoir de compétences particulières. Les seules compétences à avoir, c'est de savoir, interagir avec des API REST, hein. D'autres éléments, ici, vous voyez, par exemple, je suis dans la partie visuelle, je vais prendre, cette image-là. On va laisser tourner, les éléments et voilà ce qu'il a trouvé, il me dit ce qu'il a trouvé. À 95, il y a des habits. À 95, il a reconnu qu'on est dans une gare. À 95, il pense aussi que ça peut être aussi un métro. À 94, il a trouvé qu'il y avait un train. Il pense que c'est à 92, on est dans quelque chose qui touche le transport, il y a du métro. Il a vu des personnes, il a détecté, des quais et cetera et à 58, si je prends le dernier, à 58, il pense que, il y a des gens qui attendent et juste au-dessus à 65, il pense qu'on est à l'intérieur. Je vais prendre une autre image. Donc là, c'est du sport, vous voyez, du sport, des personnes, et cetera. Il a vu un skateboard ici, et cetera. Donc là, c'est l'ensemble des éléments qui nous a aidés. Donc ça peut être utile ou pas. Donc il y a des services. Je vous ai pris celui-là, je vais vous en montrer un deuxième au niveau de l'image. Au niveau de l'image, par exemple, ici, qu'est-ce qu'il en est? Eh ben, il a trouvé que c'était un groupe de vaches, qui étaient en train de brouter dans un champ. Si je prends celui-là, la même image que tout à l'heure, c'est un homme, sautant avec un skateboard et ainsi de suite. Donc à vous de pouvoir utiliser les fonctions, au niveau donc, de, ce studio-là. On peut reconnaître, des éléments, d'image, des produits, reconnaître des modèles qui sont préenregistrés. Il y a aussi la reconnaissance de visages, habituellement utilisés et cetera, ou ceux que vous pouvez rajouter et cetera. Donc vous pouvez, ainsi, utiliser ces web services en utilisant les paramètres et rajouter tout ça, dans votre Power Query online sous forme de fonctions préenregistrées et le faire exécuter. Juste un avertissement, attendez-vous à des petits problèmes de performance puisqu'à chaque fois, pour chaque ligne, il va y avoir un aller-retour, de requêtes Power Query et donc pour appeler le web service et le retour. Donc attendez-vous à ce que vous avez des grands ensembles de jeux de données, à ce que les systèmes puissent, être, un peu longs. Tiens, je vais vous montrer, il n'y a pas d'exemple, voilà. Si je présente cette figure-là, il ne détecte qu'un visage ici et il trouve bien et vous voyez, c'est encadré de visage et paradoxalement, il n'y a pas de masque que porte la personne et ici, il me dit qu'il trouve un masque
qu'il n'y a qu'un seul visage et que ce masque est bien porté puisqu'il couvre le nez et la bouche. Donc vous voyez, voilà, donc ils sont tous là. À vous de faire les usages, hein. On a parlé de Power Query et forcément vous comprenez bien que c'est Cognitive Services, pardon, c'est Azure AI, j'y arriverai pas. C'est Azure AI Services, en fait, vous pouvez les utiliser dans tout ce que vous voulez. Et la force, c'est que tout ça, c'est déjà pré-apprentissage, donc avec un apprentissage préalable. Et vous voyez un petit peu à quoi ressemble le retour du JSON. En l'occurrence, ici, vous avez toutes les coordonnées des différents éléments. La pupille gauche, à quelle position correspond la pupille gauche, etc. Donc on peut faire comme ça du traitement d'image assez poussé, pour lequel nous n'avons, je vous dis, rien à préparer à l'avance. Hein, si vous regardez comment utiliser les API REST, on va vous donner la documentation, le Swagger pour pouvoir faire utiliser tout ça, avec des exemples types. Donc voilà, je reviens sur mes slides. Et après la démo, bah, c'était ma dernière monstration, c'était ma dernière slide. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Je n'ai pas noté de questions à part une, et j'ai répondu. Voilà, donc n'hésitez pas si vous en avez encore. On a encore une petite minute pour y répondre. Sinon, je te laisse la main, Annie. Oui, oui, merci beaucoup Philippe. En fait, et il y avait une question, c'était pour James dans sa présentation d'avant, mais je ne sais pas comme ça a rapport avec Power BI. Je la pose au cas où vous auriez une réponse. Quel lien existe entre SQL et Power BI? Ah, entre SQL et Power BI, bah c'est un peu complexe à répondre puisqu'il n'y en a pas franchement. On peut attaquer comme source de données des moteurs SQL pour pouvoir aller chercher les données et les mettre en forme dans Power BI. Il faudrait qu'effectivement la personne soit un peu plus précise dans sa question, parce que le SQL, c'est un stockage de données et qu'on peut interroger en langage SQL. Et Power BI est un moteur de plutôt orienté data viz, donc visualisation des données. Quelle différence entre SSRS et Power BI? Ça, c'est une excellente question. Merci de la poser. Donc, Power BI est, en fait, c'est un peu la même philosophie. Les deux sont là pour restituer des données à l'utilisateur. SSRS, pour rappel, il date du début des années 2000 et Power BI date à peu près de 2015. Donc il y a une petite génération d'écart, même plusieurs. SSRS, on va le retrouver quand même dans Power BI sous forme de ce qu'on appelle les rapports paginés. Pour faire simple, Power BI, c'est destiné à l'écran et on va avoir un mode interactif. C'est-à-dire que l'utilisateur va pouvoir choisir des filtres, des éléments, et à ce moment-là, tout ce qui est sur l'affichage va être complètement dynamique en fonction des éléments sélectionnés. SSRS va être complètement différent, on va plutôt être sur des éléments imprimables et aura comme capacité on va pouvoir travailler au pixel près dans le rendu de la page imprimée. Donc voilà, c'est deux produits différents. Sachez que dans Power BI, on a accès au rapport paginé, donc ce qui est SSRS. On peut le faire aussi dans l'interface dans Power BI Service, mais avec deux approches complètement différentes. Power BI en interactif et les SSRS plutôt des éléments non interactifs et imprimables. Merci encore Philippe. Apparemment, plus de questions. Je rappelle, vous êtes à votre deuxième présentation pour cet événement cette année. Philippe qui revient toujours et qui vient de nous parler en long et en large de Power BI avec un peu d'intelligence artificielle. Philippe, que nous remercions vraiment vivement, chaudement pour cette présentation tout aussi intéressante, enrichissante. Et nous
et que nous espérons vous retrouver l'an prochain, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est toujours un Ce serait plaisir de vous avoir. ma quatrième édition, ouais, pourquoi pas. Oui, oui. Donc, merci beaucoup, Philippe. Merci pour Merci, Annie. ce que vous représentez pour la communauté haïtienne. Et ça a été très apprécié. En tout cas, je parle pour eux. Ça a été vraiment très apprécié. Et à la prochaine. Dans le chat, si tu permets, Annie, si j'ai encore une minute. Ah, ok, ok. La question, c'est de Power BI et de Tableau, quel est le meilleur? C'est très difficile. Il y a des comparaisons sur Internet sur différents éléments. Je vous laisserai les trouver. Moi qui utilise beaucoup Power BI, je vous dirais que c'est Power BI qui est le meilleur. Des champions de tableau vous diront que c'est l'inverse. Ils ont leurs forces, ils ont leurs avantages. Globalement, on est sur des choses assez similaires. Si j'en crois les études du Gartner, Power BI est quand même mieux placé au niveau des cadrans du Gartner, qui s'amusent tous les ans à un peu faire des comparaisons entre les différents produits. Donc Power BI, d'après le Gartner, le Forrester aussi le sort. Power BI est toujours nettement mieux positionné que Tableau, et largement même mieux positionné que Tableau. Merci encore, Philippe. À la prochaine. À bientôt. Merci, merci. D'accord, bye bye.